Ces dernières années, tu as été très présente dans le paysage de l'art contemporain en France. Le Centre culturel, d'où je te parle actuellement, t'a présenté l'année dernière et cette année dans le cadre de la Biennale Nemo, une biennale consacrée aux arts numériques. À la fois, donc, l'année dernière dans le cadre d'une expo collective qui s'appelait Human Learning et cette année, l'exposition venant là, tout juste de se terminer, Decision Making, deux expositions organisées, je le mentionne, avec les commissaires Dominique Moulon et Alain Thibault. Mais tu as aussi participé l'année dernière au festival Hors Piste au Centre Pompidou, à des expositions à Nantes et à Poitiers sur les imaginaires virtuels. Et surtout, actuellement, tu as une exposition monographique majeure qui a lieu à la Gaîté Lyrique, dont la commissaire est Joss Ozande, alors que vient de se terminer aussi, donc tout ça est très riche et très dense pour ton activité d'art contemporain, donc alors que se termine l'exposition House of Skin à la Cinémathèque québécoise, commissariée par Guillaume Lafleur et que j'ai eu le bonheur de voir, je dois le dire, in extremis. Pour dire quand même quelques mots généraux sur ton travail, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dirais qu'à partir d'une approche qui entrecroise diverses technologies de l'image, donc tant analogiques que numériques, tu crées des mondes virtuels qui ne cherchent pas à recréer ou à reproduire notre réalité actuelle, mais qui au contraire s'adresse, je dirais, plutôt à notre esprit, à notre imaginaire, à notre inconscient. Je voulais te demander quelle relation tu cherches à créer avec le spectateur, avec cette adresse que tu as donc à son esprit plutôt qu'à son corps. En fait, déjà, quand je crée, c'est surtout moi, la première spectatrice de mon travail. Donc, il y a déjà beaucoup on pourrait dire, de réflexion sur comment je réagis aux images que je crée, parce qu'il y a aussi beaucoup de surprises dans la création, il y a beaucoup d'imprévus. Donc, je suis déjà la spectatrice, la première à vivre ces images, à les comprendre ou à les interpréter. Et puis, ce que je trouve fascinant justement dans l'art, dans la création, dans la production d'images, c'est que c'est un langage qui évolue au même rythme que nous-mêmes, on évolue dans notre expérience, dans ce que l'on est. Donc, j'essaie finalement de créer quelque chose qui peut grandir ou évoluer selon le regard du spectateur. Donc, c'est assez ouvert comme relation. Ton travail n'a rien à voir, par exemple, avec une création de monde virtuel de type métavers, jeux vidéo, monde d'avatar, où on peut se projeter même corporellement dans l'image ou dans l'image en mouvement. Dans ton cas, quelque part, il y a une sorte d'exclusion, enfin moi je ressens comme ça, d'exclusion du corps du spectateur, un peu comme si l'image que tu crées était si pleine, si dense, si inconfortable, ou même quelquefois si abstraite, qu'elle rejette la possibilité qu'on se projette dedans en tant que spectateur. En fait, je pense que dans mon travail, il y a souvent cette envie en fait, de poser une réflexion sur une forme de tension, justement. Tu sais, je suis autant inspirée par l'utopie que la dystopie, donc aussi par l'immersion dans l'œuvre que par la distanciation qu'elle peut créer. Donc il y a comme un peu, puisque moi quand je travaille, disons, je suis toujours de l'autre côté de l'écran, donc je suis dans un rapport un peu de frustration, mais une frustration que je trouve stimulante, c'est-à-dire de créer des endroits, des espaces que je voudrais en effet investir corporellement, être dedans, et de ne jamais pouvoir y aller réellement. En fait, ça me pousse
à davantage me projeter psychologiquement dans le lieu. Donc, il y a un peu, c'est un peu ce que j'essaie finalement aussi peut-être de partager avec les spectateurs, c'est cette envie qu'on a d'entrer dans un lieu, de se l'approprier physiquement, mais avec cette frustration, se sentir aussi à la fois exclu. Dans un certain nombre d'œuvres, tu inventes une sorte de salle, cette espèce d'architecture de contenant que l'on voit par exemple avec Built-in Views, qui est une œuvre de 2016 que j'aime beaucoup, très sombre, très obscure, tout en noir, dans laquelle donc, la salle en question est devant nous, très centrée, tout ça. Il y a des fenêtres tableaux presque, de chaque côté sur les pans. Et puis on est projeté, on est invité à, disons, à aller vers le fond, une sorte de perspective classique, hein, tout à fait. Et ça, cette espèce de modèle-là, cette structure-là, tu la reprends à plusieurs endroits, dans plusieurs œuvres. Pensons à Alpenglow, qui n'est pas la même salle, mais quand même encore une salle quelque part. Bon, là, elle est avec des pans vitrés, on voit à travers, etc. Elle, au contraire, pas du tout obscure, mais extrêmement claire, lumineuse, donnant sur un éblouissement. Alors, ce qui me frappe là-dedans, moi, c'est qu'on a cette espèce donc de boîte linéaire, mais qui est comme envahie. Elle est envahie soit par des halos, soit par de la matière liquide. Je pense qu'il y a un rapport, oui, avec un espace presque intime, finalement, où on est vraiment entouré de murs, avec des fenêtres. Il y a peut-être une plus grande facilité à se projeter dans un espace plus clos. Il y a peut-être un peu ça. Et aussi, c'était, disons, une période où je m'intéressais beaucoup à l'architecture, davantage à l'architecture. Je m'y intéresse toujours, mais... et donc, il y avait ce rapport, justement, à notre environnement, comment mais l'intérieur de l'architecture, ouais. Puis, en fait, je pense aussi, par exemple, à Inkscape, qui est aussi une pièce avec une fenêtre. C'est en effet des motifs qui reviennent souvent dans mes œuvres. Et je trouve que tu fais un bon parallèle, c'est-à-dire que la fenêtre aussi, pour moi, un écran, c'est aussi ce rapport avec l'extérieur versus le rapport avec l'intérieur de l'écran. Mais en tout cas, il y a toujours cette, on pourrait dire, cette membrane qui nous coupe du reste de cette réalité, finalement. Donc oui, il y a beaucoup de jeux de perspective, de jeux avec des fenêtres, l'idée de paysages qui vont venir à l'intérieur, mais aussi de substances comme dans Built-in Views qui viennent menacer cet intérieur avec des textures un peu étranges. Donc je pense que c'est tout à fait juste. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ton exposition Orae, Alpenglow, tu la répliques à l'extérieur. C'est-à-dire que là, pour le coup, alors évidemment, c'est le principe de l'exposition complète. On pouvait se demander, est-ce que c'est un contresens ou une transgression, ou est-ce que c'est une antichambre, est-ce que c'est plutôt un encadrement? Pourquoi répliquer à l'extérieur, dans le monde réel du spectateur, ce que l'on voit dans l'image, ce que tu as fait donc pour Alpenglow, pas systématiquement pour les autres œuvres, spécifiquement pour elle? Ben, en fait, Alpenglow, c'est justement cette pièce, encore une fois, une pièce bien rectangulaire, très architecturale, qui donne envie, en tout cas moi, qui me donne envie d'y être. Donc, pour moi, c'était juste, j'ai envie de voir cette pièce exister. Ça me paraissait juste, en fait, c'était tout simplement un rêve qui devenait réalité. Puis, mais il y a aussi cette idée de, justement, que l'architecture doit être comme une extrusion de l'image qui me plaît assez. C'est cette idée que, comme si l'illusion ou la lumière se matérialisait en matériaux de construction, finalement.
Et donc, c'est justement, au lieu, peut-être qu'on peut pas traverser l'écran, mais peut-être qu'on peut faire traverser les éléments de l'écran et de les amener dans notre monde à nous. Quand je l'ai vu au moment du vernissage, on ne pouvait pas entrer dans cet espace architectural réel, c'est-à-dire que tu avais donc... En effet, c'est une discussion... ah d'accord, je ne sais pas si vous aviez résolu cette question importante d'ailleurs, mais... Ben, c'est vraiment une discussion, c'est intéressant parce que, bon, ben, disons pour la commissaire de l'exposition, il y avait vraiment ce rapport à il faut pouvoir entrer dans l'image. Et dans le cas de Alpenglow, pour ma part, je trouvais plutôt intéressant qu'on ait là, on a vraiment l'impression qu'on peut s'y rentrer, mais on ne peut pas y aller finalement. Donc il y a encore cette forme de frustration. C'est peut-être encore finalement, on amène l'image dans notre monde physique, mais on garde cette frustration, même on la décuple en créant réellement un lieu dans lequel on pourrait rentrer. Alors, revenons à Built-in Views, qui, même si elle date de 2016, reste pour moi une œuvre formidable, vraiment extraordinairement intéressante. Alors, évidemment, le noir y est pour beaucoup, parce que le noir, en général, on l'associe justement dans l'art très porté sur les technologies. Le noir est associé à l'art immersif, en général. Et parce qu'il fait disparaître les limites, c'est quelque chose que tu as utilisé dans une des œuvres de l'exposition à la Gaîté, d'ailleurs, on pourra y revenir. Le noir de Built-in Views, c'est un noir qui est extrêmement opacifiant, opaque, c'est, je sais pas, le noir de l'écran, le noir de la boue, enfin, toutes sortes de choses sombres. Dans On Dream, qui est une autre œuvre, alors là, c'est complètement différent parce que le noir qui apparaît au début et réapparaît, surgit de temps à autre, là, plutôt, je dirais, c'est un peu, paradoxalement, la page blanche. C'est-à-dire que c'est sur le fond noir que le schéma apparaît et que l'image, tout d'un coup, est révélée. Je vais quand même juste faire référence à une autre manière pour toi d'utiliser le noir qui est à nouveau tout à fait distinct. Dans Aliquid, qui est une œuvre qu'on peut voir aussi donc à la Gaîté Lyrique, ou sur ton site internet ou ailleurs. Mais là, j'étais très intéressée par le fait que le noir, c'est un peu comme le mur, mais en fait, il n'y a pas de mur. Bon. Mais il y a quand même beaucoup de gris-bleu qui se font dans ce noir. Le noir est très séducteur, évidemment. Il permet de faire des contrastes plus facilement. Mais tu l'utilises, on sent que tu réfléchis beaucoup à ta manière de, justement, de ne pas l'utiliser systématiquement ou de lui donner une connotation différente. C'est super intéressant comme question. C'est vrai que dans Built-in Views, c'était en fait pour moi, je faisais un film d'horreur. Donc vraiment inspiré par... voilà. Mais vraiment inspiré justement par H.P. Lovecraft, puis cette idée justement de créer des textures un peu étranges. Donc c'est intéressant de la mettre en parallèle avec Aliquid qui pour moi en fait c'est la continuation, on pourrait dire, la continuité de ce genre de recherche de textures étranges, un peu gluantes. Donc dans Built-in Views on pourrait voir le noir presque comme une substance qui est presque dans l'inconscient. On sait qu'elle bouge, parfois il y a quelque chose qui émerge, un reflet de lumière ou un peu une couleur sombre qui émerge du noir, puis on se rend compte que le noir en fait est vivant et présent autour de nous. Alors que par exemple dans On Dream, le noir pour moi c'était plutôt presque comme l'écran d'un ordinateur justement, où les graphiques apparaissent en blanc et c'est hyper froid et plutôt numérique et plutôt fait plus référence à la technologie. Et dans Aliquid, comme un peu dans Floralia aussi, c'est cette suggestion d'un espace infini, d'un horizon dont on ne voit jamais la fin. Donc comme si on était dans un espace complètement vide, un genre de néant. Donc des lignes blanches sur fond noir, avec une impression de 3D, mais vraiment des dessins 2D. Donc il y a ce rapport aussi au dessin d'architecte versus la construction elle-même, mais tout ça, ce sont des architectures impossibles. Puis en effet, il y a ce côté, parce que On Dream est associé à quelque chose de très
on pourrait dire, utopique, un peu, qui fait rêver, mais en réalité, c'est une méga structure sur un paysage où les humains ne peuvent pas vraiment habiter. Puis de voir ça en vrai, en fait, ce serait plus inquiétant qu'autre chose, je pense. Donc, en effet, j'aime bien aller peut-être créer un dialogue entre quelque chose qui serait monumental et dystopique dans un contexte qui semble plutôt venu d'un rêve ou d'une utopie. Alors, tu dis si on le voyait en vrai, alors on ne le voit pas vraiment en vrai dans l'exposition, mais quand même, tu l'as matérialisé, ou en fait, tu l'as fait matérialiser dans une dimension, je parle de cette espèce de couloir, justement, ce couloir infini, dans une dimension proportionnelle au lieu d'exposition et qui relie donc ce couloir dans l'exposition de la Gaîté Lyrique, qui relie les œuvres entre elles ou qui, tout d'un coup, fait qu'on est effectivement le redevenu un corps dans une exposition. Au fond, là, est-ce que ça c'est une sorte de méta-œuvre? C'est-à-dire, est-ce que l'exposition, du fait même que tu fasses sortir tes motifs et que tu les mettes dans l'exposition, est-ce que ça fait de l'exposition elle-même une œuvre à propos des autres œuvres, enfin une super œuvre, de même qu'une super structure? Pour l'exposition, pour Orae, la réflexion était de mettre en dialogue toutes ces œuvres, mais dans l'espace, puis aussi que ces œuvres deviennent même des extrusions ou des prolongements de l'architecture de la Gaîté. Donc, c'était aussi réfléchi pour le contexte architectural de la Gaîté. Puis pour moi, c'est important, même dans mon travail, toutes mes œuvres presque sont hyper, on pourrait dire, malléables dans la présentation, c'est-à-dire que va s'adapter au lieu. Parce que le lieu dans lequel on voit une œuvre, pour moi, est super important dans la manière dont on la perçoit, cette œuvre-là. Donc, c'est en effet, pour moi, c'est aussi l'occasion d'explorer l'idée d'unité d'ambiance. J'ai beaucoup été inspirée par les situationnistes, ces questions de pouvoir déambuler, de pouvoir errer dans des espaces. Et donc là, je pouvais presque créer une petite ville ou un microcosme où toutes ces œuvres pouvaient cohabiter et être reliées entre elles. Et donc, comme tu voyais, tu mentionnais On Dream avec son aspect tentaculaire qui vient rejoindre Radiance. Puis là, on a l'impression que la structure de On Dream se dématérialise pour devenir Radiance, ce qui fait référence à la vidéo de On Dream, mais aussi qui vient informer la manière dont on vit, découvre Radiance. Donc, et tout ça imbriqué dans l'architecture de la Gaîté. Donc, en effet, je pense qu'on pourrait considérer cette expo comme une œuvre en soi, puisque les œuvres n'ont pas du tout la même portée. Pour moi, en tout cas, je les interprète plus du tout de la même façon que lorsque je les vois individuellement. La couleur, là encore, elle est liée à des phénomènes complètement diversifiés aussi d'une œuvre à l'autre dans ton travail. Quelquefois, c'est la couleur des effets de lumière naturelle. Quelquefois, la couleur évoque des signaux électriques ou électromagnétiques. Il y en a beaucoup de ça dans Domestic Landscape, mais aussi dans Built-in Views, ces espèces de résurgences comme ça d'un monde ancien, électrique, magnétique qui hante les images. Mais justement, la couleur, c'est aussi la matière. Et ça va nous ramener au rêve dont on parlait au début. Mais la couleur se fait vraiment matière picturale, chair, matière picturale, et peut-être aussi mue technologique. Je ne sais pas, par exemple, dans Aliquid, si ces espèces de morceaux là, qui tombent sur la fameuse superstructure dont on parlait, alors, tout le monde peut voir là-dedans toutes sortes de formes de monstres, de morceaux de chair, de morceaux de peau, tout ce qu'on veut, mais d'où sortent-ils d'un point de vue technique, d'ailleurs, ces morceaux de pâte colorée très dérangeants, parce qu'ils ont de couleur chair en plus? Oui. Oui, j'adore que tu les appelles des morceaux. C'est vrai que c'est des morceaux. C'est comme des morceaux qui tombent puis qui viennent se déchirer sur l'architecture.
Puis en fait, justement, tu mentionnes le côté analogique, vidéo analogique, donc synthétiseur vidéo, etc. Moi, je viens vraiment de ça. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire la vidéo, j'étais tout de suite fascinée par le côté électronique, donc les feedbacks visuels. Tu sais, quand on tourne la caméra devant la télévision et ça fait des lumières hyper organiques. Puis, éventuellement, je me suis acheté un synthétiseur vidéo, donc c'est vraiment pour travailler avec les signaux, les moduler. Donc, on travaille vraiment avec l'électricité même. Donc, pour moi, c'était déjà les premières réflexions par rapport, justement, au fait de pouvoir contrôler une matière qui serait une lumière, donc on pourrait dire presque virtuelle, finalement. Et justement, je pense que cette réflexion-là, dans À Liquid, elle est poussée à un autre niveau, c'est-à-dire que les morceaux qui tombent sur l'architecture sont faits. En fait, les textures de ces morceaux sont faits avec des synthétiseurs vidéo, c'est-à-dire avec des motifs que j'ai créés à partir de vidéos analogiques, que j'ai posés sur ces genres de drapés et que j'ai fait gonfler. Donc finalement, c'est un peu comme si j'avais donné chair au signal électronique. C'est comme si le signal électronique devenait chair. Donc c'était pour moi justement la meilleure... on pourrait dire, métaphore possible de ce signal électronique abstrait qu'on peut sculpter puis auquel on peut donner vraiment une matière. Dans toutes tes œuvres, donc, on a l'impression qu'on a une sorte de condensé d'histoire de l'art et d'histoire des technologies de l'image. Il y a toujours ces deux grandes lignées-là qui t'intéressent en même temps, on dirait. C'est vrai que, en tout cas, l'histoire de l'art vidéo et même du cinéma, tout ça, ça fait partie de moi, j'allais dire de mon ADN. J'ai fait toutes mes études en cinéma, c'est vraiment de là d'où je viens. Et je pense que tout à l'heure, on parlait du contexte dans lequel on évolue. Je pense que d'avoir été à Paris m'a beaucoup sensibilisé davantage à la peinture, d'avoir la chance d'avoir tous ces musées à disposition, etc. J'ai beaucoup réfléchi. En fait, j'ai réfléchi davantage au parallèle qu'on pouvait faire entre la vidéo, l'art numérique et la peinture. Et en fait, pour moi, la vidéo, c'est aussi une forme de... En fait, on pourrait dire que ça s'inscrit dans l'histoire de l'art, même que c'est une forme de peinture pour moi, c'est-à-dire que les signaux électroniques sont comme une autre texture qu'on peut poser sur le signaux numérique, sur l'animation 3D, sur la photogrammétrie. Donc, j'aime bien aller puiser dans plusieurs technologies, techniques et outils pour finalement revenir à faire une image qui serait plutôt picturale. Donc, pour aller jouer avec les perspectives, avec les dégradés de couleurs. Puis, en effet, dans certaines œuvres, comme par exemple Inkscape, c'était vraiment une réflexion sur des peintures plutôt surréalistes, mais comment ce type de peinture préfigurait presque la 3D. Donc, en effet, il y a plusieurs en fait, références, on pourrait dire, à la peinture. Peut-être, moi, l'histoire de l'art en général, puisque je peux pas dire que je suis une grande historienne de l'art, mais disons, aller chercher des inspirations très précises dans l'histoire de l'art, etc. Oui, ça c'est vrai. Grandiose paysage désolé de House of Skin qu'on a pu voir donc à la Cinémathèque québécoise. Alors là aussi, hein, c'est une exposition en hommage à David Cronenberg, ce grand cinéaste canadien, et on ne sera pas étonné que tu t'intéresses au cinéma de Cronenberg et j'espère que Cronenberg connaît ton travail parce que franchement, il faudrait. Je pense que vous auriez des discussions intéressantes. On a l'impression justement que tout tourne à l'infini pendant 10 minutes, une sorte de cauchemar de 10 minutes en boucle. Nous, on voit en tant que spectateurs tout ce défilé de cette exposition monstrueuse dans House of Skin, mais il y a quand même toujours ce truc lointain, et je dis ça parce qu'on parlait de frustration tout à l'heure, et ça compte beaucoup dans ton travail, le fait de ne pas entrer, de pas... voilà. C'est pas une tour de télé. On a une espèce de 2 tours d'immeubles, mais elles sont trop loin pour qu'on les voit bien.
Justement, pour House of Skin, là, j'étais vraiment inspirée par la peinture. J'essayais de créer un effet très éthéré avec la fumée, avec... tu sais, ça se voulait être un tableau en mouvement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mais il y avait cette question de perspective. Je voulais qu'il y ait des choses dans le fond. Mais comme on bouge dans un tableau, on ne bouge pas. Donc, on peut tout placer et ça reste comme ça. Mais là, comme on bouge, justement, j'ai travaillé fort sur l'arrière-plan parce qu'on le voit tout le temps. C'est comme si on était en voiture, par exemple. On voit toujours ce qui est vraiment plus loin, on le voit longtemps, versus ce qui est proche. Donc, c'était vraiment un bon travail de composition en mouvement et d'accepter justement que certains éléments, comme ces tours, restent visibles longtemps. C'est intéressant parce que toi, tu vois un travelling ou tu as conçu comme un travelling, alors que moi, je ne sais pas pourquoi, je l'ai perçu autrement comme une œuvre en écran. Voilà. Oui, si l'écran est courbe. Comme l'écran est courbe, ça donne peut-être cette impression. Dans Distributed Memories, il y a un bouton central, un reset. Alors, et là aussi, c'est formidable parce que on est inondé, entouré de ces multiples écrans qui montrent 10 ans de travail. Donc, c'est très impressionnant et ça réagit évidemment au passage du spectateur. Et donc, on ne reverra jamais la même chose selon qu'il y a aussi beaucoup ou moins de spectateurs. Mais surtout, on peut repartir à zéro. On peut peser sur le bouton au milieu, mais qui lui-même a quelque chose de très Cronenbergien quand même. Ben, tout à fait. En fait, pour cette installation-là, on voulait vraiment créer... En fait, c'est important de voir les fils, les mécanismes, un peu justement comme si on voyait les entrailles de quelqu'un, mais aussi l'intérieur du cerveau. Donc, c'est un peu aussi le parallèle entre la mémoire des machines, puisque finalement, c'est quand même, je sais plus, genre 2000 clips qui étaient sur des disques durs, qui dormaient. Donc, un peu finalement, il devenait l'inconscient de mes machines qu'on remet, donc, qui grâce aussi à ces machines, à ces ordinateurs, etc., on peut revoir jaillir. Donc, c'est un peu justement, cette pièce, c'est l'inconscient, on pourrait dire, de toute l'exposition de la gaieté. Puis, donc, en effet, moi, j'aime bien le côté qu'on peut voir les entrailles des machines, puis c'est très Cronenbergien. Puis, il y a le côté aussi reset, donc cette boîte où on appuie. Donc, c'est un geste qui est très, on pourrait dire qu'il y a un grand impact pour le spectateur de venir et d'appuyer sur le bouton parce qu'il change aussi l'expérience pour tous les autres visiteurs de l'installation. Donc, il faut... C'est pas tout le monde qui a envie d'être responsable de ce changement. Puis en même temps, ça donne vraiment cette impression de contrôle sur peut-être nos pensées, sur nos souvenirs, mais qui finalement... c'est vraiment une illusion, puisqu'après, on ne contrôle rien, c'est un peu chaotique, ça va dans tous les sens. Alors, on va se diriger un peu vers la fin de cette rencontre que j'ai beaucoup aimé faire avec toi, je dois dire, Sabrina. Alors, si on essayait un peu je ne sais pas, de résumer ce dont on a parlé, on pourrait dire que tu montres en tout cas des résidus corporels, des vestiges de notre humanité. Des morceaux à l'abandon, hein, j'ai parlé de morceaux qui sont pas recyclés d'ailleurs, il n'y a pas de recyclage, enfin il y a un recyclage de tes œuvres, mais les morceaux restent des morceaux non réutilisés. Justement, cet abandon est très important dans ton travail et c'est ce qui fait que justement ça crée un inconfort chez le spectateur. Tu nous montres aussi beaucoup dans tout ce travail, donc je dirais le caractère un peu effrayant de la malléabilité de l'image avec toutes les technologies qui nous permettent justement de la modeler, de la sculpter, de la modifier. Et aussi les effets hypnotiques, c'est un mot que tu emploies beaucoup toi-même, mais moi je dirais même aliénant, des pulsions de modélisation.
qu'entraîne l'attraction technologique. Ceci étant dit, et c'est là-dessus que je voudrais finir, il y a quand même, je dirais, toujours une inertie à l'œuvre dans ton travail. J'ai toujours l'impression que tu essaies de ralentir la marche du monde, de ralentir quelque chose. Il y a quelque chose qui est au ralenti, qui va à l'encontre de la fluidité, de la motricité. En tout cas, je perçois, disons, aussi ce phénomène dans ton travail, et je me disais que le travail sonore contribuait peut-être beaucoup à ça, qui est un complément essentiel à ton travail sur l'image. Donc, peut-être peux-tu nous parler de ta collaboration de longue date avec la personne qui fait les bandes-sons de tes travaux? Oui, Roger Tellier-Craig. Roger Tellier-Craig, en effet, ça fait, dès le début, dès que j'ai commencé à faire de la vidéo, on a commencé ensemble à on avait un duo qui s'appelait Le Révélateur, et donc moi je faisais les projections live et lui faisait la musique électronique. Donc ça a été comme ça un rapport d'échange, c'est-à-dire moi je fais les images pour sa musique, lui la musique pour mes images. Et on a toujours continué à travailler ensemble. Maintenant, on a développé toutes sortes de techniques différentes. Parfois, il me fait des banques de sons et c'est moi, en fait, qui fais la composition de la musique. D'autres fois, je lui demande de faire vraiment une composition. Puis, on en est à un point tel, en fait, que j'ai presque plus besoin d'expliquer ce que je cherche. On a tout de suite ce langage commun. Donc, c'est vraiment une collaboration extraordinaire.